Alors, nous arrivons à la vidéo numéro 6 qui consiste à étudier les différents types de chaînes de montagne. Et comme nous l'avons vu et nous l'avons mentionné dans la vidéo précédente, il existe trois types de chaînes de montagne. Les chaînes de subduction, les chaînes d'abduction et les chaînes de collision. Dans chaque activité qui va suivre, on verra quelle est la chaîne type représentative de cette chaîne. En premier lieu, il faut d'abord savoir un exemple en moins de ces types de chaînes et surtout quels sont les critères qui vont nous aider à qualifier une chaîne de subduction, d'abduction ou de collision. Alors, les chaînes de montagne, comme nous l'avons mentionné auparavant, ils sont toutes situées dans les zones de convergence. Alors, certaines zones de convergence sont caractérisées par la surréaction, ça soulève, de chaînes de montagne appelées chaînes de subduction. Quelles sont alors les caractéristiques structurales et pétrographiques de ces chaînes? Et non, comment se forment-elles? Alors faites dès maintenant attention. Dans l'examen, généralement, ce terme revient très souvent. On vous demande de déterminer les caractéristiques structurales et les caractéristiques pétrographiques. Alors il s'agit de quoi? Quand on vous demande de déterminer les caractéristiques structurales, il s'agit des déformations tectoniques en général, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez trouver dans la chaîne? Est-ce que vous trouvez des failles, des plis? Quel type de plis? Quel type de failles? Les chevauchements, les sutures, les nappes de charriage. Donc, ce sont les types de structures que l'on vous demande. Et la deuxième caractéristique, c'est la caractéristique pétrographique. Alors, quand on vous demande la caractéristique ou les caractéristiques pétrographiques, il s'agit de déterminer les types de roches, les roches que l'on trouve dans la chaîne de montagne. Donc, deux choses. Structure, c'est plutôt les déformations tectoniques, plis, failles, chevauchements, nappes de charriage en général. Et pétrographie, quelles sont les roches que vous trouvez dans la chaîne de montagne? Justement, c'est ce qu'on va voir, c'est-à-dire la chaîne de subduction qu'on va voir, quelles sont les différentes caractéristiques structurales et quelles sont ces caractéristiques pétrographiques. Alors, la chaîne qu'on va voir, c'est la chaîne des Andes. Alors, quel est son cadre géographique et le cadre géologique? On va la situer, cette chaîne, on va la situer géographiquement et géologiquement. Ça veut dire quoi? Alors, remarquez d'abord la figure. Alors, vous avez ici l'Amérique du Sud et vous avez au marron, la couleur marron, ici, tout au long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, vous avez une chaîne qu'on appelle la cordillère des Andes ou tout simplement la chaîne des Andes. Donc, ça, c'est une chaîne de subduction. Comment cela? Alors là, vous avez une petite information, quand même très simple, d'ordre géographique. Donc, la cordillère des Andes est l'une des chaînes typiques des chaînes de subduction. Elle s'étend le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, sur une longueur de plus de 7100 km, une largeur de 80 km, c'est-à-dire la longueur, la voilà. La largeur, donc, c'est vers le centre du continent. Et les sommets, ils peuvent atteindre jusqu'à 6961. Donc ça, c'est le cadre
géographique. Donc géographiquement, la chaîne qu'on va étudier, elle se situe le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Maintenant, le cadre géologique. Alors, quand on parle de cadre géologique, c'est-à-dire, je vais parler de plaques lithosphériques. Et c'est là donc l'intérêt du premier chapitre dans lequel on avait défini ce que c'était la plaque. Donc, remarquez la forme de l'Amérique du Sud. La voilà. Ce que vous voyez ici en marron. La voilà. Et maintenant, la chaîne, géographiquement, la voilà. Et elle est située à ce niveau. Maintenant, géologiquement, vous avez la plaque. Voilà, la plaque sud-américaine, ce que vous voyez ici. C'est toute cette partie. Tout ça, c'est la plaque sud-américaine. C'est une plaque donc qui est à la fois continentale et océanique. Ce que vous avez ici en marron, c'est la partie continentale. Ce que vous voyez ici en jaune, c'est la partie océanique. Donc, tout ça, c'est la plaque océano-continentale sud-américaine. À sa gauche, c'est-à-dire vers le côté ouest, on a une plaque, la plaque Nazca. Et c'est une plaque qui est 100% océanique. Autrement dit, la chaîne des Andes qui s'étend à ce niveau, elle est au niveau de la convergence de deux plaques. L'une, celle de Nazca, l'une est océanique, l'autre est continentale. Donc c'est une zone de convergence comme on l'a vu dans la vidéo précédente. On a vu que toutes les chaînes, sans exception, les chaînes récentes, ils se forment au niveau des zones de convergence, de rapprochement des plaques et jamais dans les zones de divergence. Alors, situer là, si on vous demande de la situer, la cordillère des Andes, dans le cadre géographique et le cadre géologique. Donc, géographique, ça sera tout simplement cette information que j'ai notée ici, c'est-à-dire qu'elle s'étend le long de la chaîne, le long du continent américain, le long de la côte ouest, et du point de vue le cadre géologique, elle est située dans la zone de rapprochement ou de convergence de deux plaques. La plaque de Nazca, océanique, et la plaque continentale sud-américaine. Bon. Maintenant, on a situé cette chaîne de montagnes. Quelles sont les caractéristiques maintenant? Alors, les caractéristiques de la zone de subduction de la chaîne des Andes. Alors, maintenant, je reprends le continent sud-américain. Et ce que vous voyez ici, donc tout au long de la côte ouest, donc c'est toujours la chaîne que nous sommes en train d'étudier. Et maintenant, si on vous donnait une coupe à ce niveau, AB, cette coupe, soit on vous donne la représentation des foyers sismiques au niveau de cette chaîne. Le séisme ou les foyers sismiques, c'est le foyer sismique, par simple définition, c'est le point où naît un séisme. C'est le point de naissance d'un séisme. Et la deuxième coupe, on vous donnera la répartition des isothermes. Alors, je reviendrai tout à l'heure pour les isothermes. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que vont nous montrer ces séismes et que vont nous montrer ces isothermes? Quelles sont les informations que l'on peut tirer de ces deux
de ces deux phénomènes. Alors, comme je l'ai dit, donc on va commencer tout d'abord par l'étude des foyers sismiques. Alors, si on faisait une coupe au niveau de la zone AB et on vous donne la répartition des foyers sismiques, alors chaque point que vous voyez ici, il représente un foyer sismique. Alors, avant de l'étudier, remarquez, là vous avez l'océan, c'est-à-dire la plaque océanique, c'est-à-dire à ce niveau, c'est-à-dire la plaque de Nazca, qu'on a vu tout à l'heure, et à ce niveau, vous avez la chaîne des Andes. C'est là où vous avez la chaîne. Alors, comment varient alors les foyers sismiques? Alors, remarquez que ces séismes, ils sont très peu profonds, ils sont trop proches de la surface. Ces séismes, ils sont de plus en plus profonds. Et là, ils sont très profonds. Donc, je peux résumer tout ça. Plus on s'éloigne de la mer vers le centre du continent, à ce niveau, plus la profondeur des séismes augmente selon un plan incliné. Je répète, là, c'est des foyers à profondeur faible. Là, ce sont des foyers à profondeur moyenne. Et là, ce sont des foyers à grande profondeur. Et donc, plus je me dirige vers le centre du continent, plus la profondeur des foyers sismiques augmente selon un plan incliné. Ça, c'est donc la répartition des foyers sismiques. Alors, on pourra vous donner cette information d'une autre façon. Là, c'est une coupe. Mais on peut vous donner la même chose sur la carte elle-même. C'est-à-dire, on peut vous donner la projection de ces foyers à la surface, ici. Comment est-ce qu'on va donc les représenter? On vous donnera des points, par exemple, qui sont répartis ici. Puis des points ici, plus loin, vers là, le continent. Et puis des points ici. Je reprends. On pourra vous donner des points. Des points tout au long de cette ligne. Puis des points un peu vers le centre du continent, à ce niveau. Et puis d'autres points à ce niveau. Et on vous donnera une légende. Par exemple, les points qui sont situés très proches de la côte, on vous donnera par exemple sous forme de points. Les autres foyers, un peu plus loin, vers le centre du continent, on pourra par exemple les représenter par des croix. Et puis, plus loin vers le continent, avec des carrés. Et on vous donnera une légende. Par exemple, les points, on vous donnera, ce sont des foyers dont la profondeur varie entre, par exemple, 20 et 30 km. Ceux qui sont représentés par des croix, donc, on pourra par exemple vous donner la profondeur, elle est variable entre 50 et 100. Pour les séismes qui sont trop loin de la côte, c'est-à-dire qui sont vers le centre du continent, représentés par les carrés par exemple, on vous donnera que c'est des séismes dont la profondeur varie entre 100 et 150. Donc, les premiers, par exemple, entre 30 et 50, les seconds, 50, 100, les troisièmes, entre 50 et 100. Là, je donne bien sûr des exemples. Autrement dit, ça va rejoindre la même phrase qu'on avait dit tout à l'heure. Plus je me dirige vers le centre du continent, plus la profondeur des continents augmente. On pourra également vous donner la même information, pas avec des points, mais avec des lignes. C'est-à-dire,
On va vous donner une ligne, puis une deuxième ligne, puis une troisième, puis une quatrième, et ainsi de suite. Alors, dans ces lignes, qu'est-ce qu'on va rejoindre? On va rejoindre les foyers qui ont la même profondeur. C'est-à-dire, par exemple, on va vous donner, par exemple, ici une ligne, et qu'on va noter à côté de cette ligne, par exemple, 20 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les foyers qui sont sur cette ligne, ils sont à une profondeur de 20 km. Ensuite, tous les foyers qui sont sur la ligne notée, par exemple, 50 km, ils sont à une profondeur de 50 km, et ainsi de suite. Mais ça rejoint toujours la même idée, c'est-à-dire plus on s'éloigne vers le centre du continent, plus la profondeur des foyers augmente, selon un plan incliné. Alors justement, ce plan d'incliné, il prend le nom du scientifique qui l'a découvert, c'est Benioff, B-E-N-I-O-2-F. Alors qu'est-ce qui provoquerait alors cette répartition comme ça? C'est la subduction, justement. La subduction de quoi? On l'a déjà défini plus haut dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire, vous avez ici une subduction d'une lithosphère océanique sous les foyers, et sur les foyers, c'est-à-dire à ce niveau, vous aurez une lithosphère continentale. Donc, les foyers, justement, c'est une ligne de séparation. Elle sépare au-dessus la lithosphère continentale, au-dessous, c'est la lithosphère océanique. Maintenant, le point des foyers. Alors, les points des foyers, qu'est-ce qu'ils représentent en fait? Ils représentent les points de frottement, des frottements de la lithosphère océanique avec la lithosphère continentale. Alors là, c'est le premier indice qu'il y ait une subduction. Donc, les foyers ne se répartissent pas comme ça selon un plan incliné seulement au hasard, mais il y a une raison. La raison, c'est qu'il y a une zone de subduction. Il y a le phénomène de subduction. Maintenant, pour le deuxième indice, c'est la même coupe, la même zone. Remarquez qu'ici, c'est la zone pacifique, la plaque pacifique, et ici la zone continentale, c'est-à-dire là où vous avez une chaîne de montagnes. Normalement, dans une zone stable où il n'y a aucun phénomène géologique particulier qui pourrait perturber les températures, normalement, qu'est-ce qu'on a? Remarquez, si vous lisez un peu les valeurs que l'on a ici, vous avez ici la première ligne, c'est 4800 degrés, puis 1000, puis 1200, puis 1300, plus 1400. C'est-à-dire, tous les points que vous avez ici, c'est-à-dire celui-là, 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 ils sont tous à des températures qui sont 800 degrés. Puis 1000, puis 1200, et ainsi de suite. Alors, si je considère cette zone qui ne connaît aucun phénomène géologique qui pourrait perturber la répartition des températures, alors c'est très simple. Là, vous avez 800, puis 1000, puis 1200, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire plus la profondeur augmente, plus la température augmente. Maintenant, si je considère ce point, que je pointe avec le curseur, il est, ou celui-là par exemple, il est à une température, la voilà, 1300. Ce point, 1300. Ce point, 1300. Je garde la même profondeur. Ici, je suis sur la courbe 1200. C'est-à-dire ce point, il est à 1200 degrés. Ce point, il se trouve sur cette courbe.
c'est-à-dire il se trouve à une température de 1000 degrés. Et là, vous avez un point où la température est 800 degrés. Je répète, si je garde la même profondeur et je détermine les températures. Là, vous avez 1200, là, c'est 1000, je répète, pardon, là, c'est 1300. Tout ça, c'est des points qui ont la température de 1300. Là, c'est 1200, là, 1000. Donc, plus je me dirige vers la zone centrale du continent, plus il y a une baisse de température. Alors, normalement, qu'est-ce que je devais avoir? Je devais avoir une ligne horizontale, c'est-à-dire 1300 qui doit être comme ça. Si aucun phénomène géologique n'était à cette zone, donc j'aurais toute la zone avec des courbes de température comme ça. Alors ces courbes, on les appelle isothermes. Isothermes, c'est-à-dire terme, c'est température, iso, c'est la même, c'est-à-dire tous les points qui sont sur la même courbe, ils ont la même température. Bien. Maintenant, donc dans cette zone, on a une baisse de température. Il y a une anomalie thermique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va faire baisser la température. Normalement, si vous choisissez n'importe quelle courbe, vous devez avoir, par exemple, cette courbe, tous les points qui sont à la même ligne, normalement, je devrais avoir 1400 degrés. Mais si je me retrouve à cette zone, les températures que je trouve, ils sont inférieures à 1400. Et cela veut dire qu'il y a quelque chose qui fait baisser la température. Alors, pour que la température baisse, bien sûr, il doit y avoir quelque chose, un matériau qui est froid. Ça reviendrait à, par exemple, avoir une eau ou vous avez un verre d'eau où vous avez de l'eau qui est un peu chaude. Si je vous demande maintenant de la faire refroidir sur place, ben la façon de la faire refroidir, c'est d'y mettre un glaçon. Alors ce glaçon, qu'est-ce qui va lui arriver? Deux choses. Il va fondre. Pourquoi? Parce lui, a été réchauffé. Mais en même temps, ce glaçon, il va faire refroidir l'eau. Ben, c'est exactement la même chose. Ici, on a une réduction de température. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a plongé dans cette zone selon le même plan des foyers sismiques, selon le même plan de Benioff, et qui a fait refroidir la zone. Il a créé une anomalie thermique. Et puisqu'il y a une baisse température, on parle d'anomalie négative. Normalement, on devait avoir 1400, mais on a, par exemple, 1000 ou 1200. Donc, il y a une anomalie qu'on appelle anomalie négative. Donc, qu'est-ce qui pourrait être donc froid et qui va plonger selon un plan incliné et qui refroidirait cette zone? Ben, ce n'est autre que la même cause, c'est-à-dire la subduction, le plongement de la lithosphère océanique. Alors, la lithosphère océanique, justement, parlons-en un peu. La lithosphère océanique, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y a de l'eau. Cette eau, il imbibe, il gorge la lithosphère océanique. Donc, la lithosphère océanique, elle est gorgée d'eau de mer. Et de là, elle est froide. Et bien, justement, quand la lithosphère plonge dans ce plan, selon ce plan, elle est froide. Et puisqu'elle est froide,
elle joue le rôle du glaçon qu'on a parlé tout à l'heure, et c'est ce qui fait qu'elle fait refroidir et donc provoquer ces anomalies thermiques. Donc, remarquez, la figure ne montre pas une lithosphère continentale ni océanique, mais rien qu'avec l'aspect des isothermes, je peux déduire qu'il y a eu subduction. Deuxième indice, rien qu'avec la répartition des séismes, dont la profondeur augmente si je me dirige vers le continent, rien qu'avec leur répartition, je peux déduire qu'il y a une subduction. Donc, les deux premiers indices de la subduction, donc, c'est la répartition des foyers sismiques selon un plan oblique, le plan de Benioff, et également l'anomalie thermique qui est représentée par des lignes isothermiques déformées et qui sont inclinées elles-mêmes selon le même plan de Benioff. Remarquez qu'est-ce qu'on a ici, c'est-à-dire la fosse. C'est une fosse, c'est comme un trou, si j'ose l'appeler comme ça. Donc c'est un grand trou. Là également, la fosse océanique, remarquez où est-ce qu'elle est. C'est juste au contact de la plaque à droite, la plaque continentale, et la plaque océanique vers la gauche. Donc c'est à ce point qu'on a la subduction. Ça, c'est également un indice. Donc les trois indices qu'on a jusqu'à maintenant, c'est 1. La répartition des foyers. 2. C'est les anomalies thermiques négatives donc la répartition des isothermes et qui sont déformées selon le même plan. Troisième indice, c'est la fosse océanique. Alors maintenant, quand je reviens ici, selon le document, si vous l'avez et vous voulez écrire, donc décrire la répartition des foyers sismiques. Donc qu'est-ce que j'aurais à écrire? Donc c'est ce qu'on avait dit à ce niveau. La deuxième question que je pose, c'est d'écrire les isothermes au niveau de la chaîne des ondes, c'est-à-dire la description, la voilà. On a les isothermes, on a plus la température, plus la profondeur, augmente, plus la température augmente dans les zones qui sont loin de cette zone. Mais à ce niveau, on a une déformation des isothermes qui s'inclinent selon le même plan. Comment? La deuxième partie de la question, proposer une explication aux variations observées, c'est-à-dire les variations concernant les foyers sismiques et les variations concernant les isothermes. Donc, la variation des isothermes, on l'explique par le frottement, c'est un mot-clé. Donc, le frottement de la plaque lithosphérique océanique et la plaque continentale, selon un plan incliné qui est le plan de Benioff. Pour expliquer la variation des isothermes, il faut l'expliquer par le fait qu'il y a un plongement d'une lithosphère océanique qui est froide et donc qui provoque cette anomalie thermique qui est négative. Maintenant, on a la lithosphère qui va plonger. Et la lithosphère océanique qui plonge, donc elle gagne la profondeur. Et donc plus sa profondeur augmente, plus sa température va augmenter. Alors, on avait dit que à ce niveau, la plaque océanique, elle est gorgée d'eau. Alors justement, cette eau que contient la lithosphère océanique, elle sera
perdu. Donc, vu que la lithosphère plonge et sa profondeur augmente, ben, elle augmente de température et donc elle va perdre son eau. Alors, remarquez la flèche que je marque avec le curseur. Donc, l'eau, elle sera perdue par la lithosphère océanique et elle va s'ajouter à une roche située à ce niveau, qu'on a vu dans la première vidéo. C'est-à-dire, je fais un rappel, les roches que l'on a dans la lithosphère continentale. La roche que l'on a dans le manteau supérieur, c'est la péridotite. Alors, je vous fais revenir ici dans la première vidéo. C'est ce qu'on avait vu ici. Donc, c'était la lithosphère continentale. On avait dit qu'elle est formée surtout par des roches plutoniques granitiques. Et là, c'était la discontinuité, au-dessous de laquelle il y a ce qui est en noir, la péridotite. Et c'est la même roche que l'on a d'ailleurs dans le manteau supérieur de la lithosphère océanique. Donc, pourquoi je vous fais rappeler cette roche? Alors, je reviens alors dans notre chaîne. Alors, justement, quand cette lithosphère océanique va plonger, donc j'ai dit qu'elle va perdre son eau, soit sur ce schéma, soit sur celui-là. Donc, elle va perdre son eau et à ce niveau, on aura la péridotite. Cette péridotite sera donc hydratée. Est-ce que cette eau a une influence? Est-ce qu'il va causer quelque chose? Ben justement, pour répondre à cette question, les géologues ont fait une expérience. Ils ont pris la péridotite. Une péridotite anhydre, c'est-à-dire sèche, sans eau, et une péridotite hydratée. Qu'est-ce qu'ils y ont fait? Ils l'ont chauffée progressivement. Et ils ont obtenu ces deux figures. Alors, si vous prenez par exemple du beurre, et vous le chauffez sur une poêle. Alors, si vous le chauffez, l'état physique du beurre, il est solide. Quand il est chauffé, il commence à fondre progressivement. C'est-à-dire, à un certain moment, au début de votre expérience, votre chauffage, vous avez le beurre qui est totalement solide. Puis, il commence à fondre. Et donc, il sera à moitié liquide, puis solide. Si vous continuez à chauffer, à un certain moment, tout votre beurre sera liquide. Donc, vous êtes passé d'un état solide à un état solide liquide, à un état liquide. Si vous chauffez, si vous continuez à faire augmenter la température. Ben ici, c'est exactement la même chose. Remarquez ici. C'est une expérience qu'on a faite avec une péridotite anhydre, c'est-à-dire une expérience avec une péridotite sans eau. Elle est sèche. Remarquez les courbes que vous avez ici. Ligne bleue et une ligne rouge. La ligne bleue, c'est le solidus. C'est quoi ce solidus? Il sépare entre ce domaine, qui est le solide, et c'est le domaine solide liquide. Et là, c'est le domaine liquide. Autrement dit, si vous prenez la péridotite et vous êtes dans ces conditions, par exemple ce point, c'est-à-dire à 80 km et à 1000 degrés. La péridotite est toujours à l'état solide. Si maintenant
vous continuez à augmenter la température et vous êtes par exemple dans ces conditions, ou c'est là pour lire facilement les conditions, c'est-à-dire 80 km de profondeur et 2000 degrés. Remarquez qu'est-ce qui est écrit ici, solide plus liquide. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? La péridotite a commencé, je dis bien a commencé à fondre à ce niveau, dans ces conditions de température. Si vous continuez à chauffer, par exemple à une température 2500 degrés, donc la péridotite sera totalement liquide. Je résume, plus la température augmente, plus la péridotite sera transformée d'un état à un état, et donc on passera de solide à la phase solide-liquide, puis liquide. Remarquez la nomination qu'on donne à ces courbes, là c'est un solidus, et là c'est le liquidus. Solidus, c'est-à-dire qu'il sépare deux domaines, solide, solide-liquide, et là, la courbe, elle sépare le domaine solide-liquide et le domaine liquide. On reprend la même expérience, mais maintenant en utilisant la péridotite, mais cette fois hydratée. C'est-à-dire on va prendre cette péridotite hydratée et on va la chauffer. Et on va donc la soumettre à des conditions de pression et de température. Remarquez et comparez. Remarquez et comparez donc les deux figures. Vous avez les mêmes couleurs, c'est-à-dire les mêmes domaines. C'est-à-dire là, vous avez le domaine solide, solide, liquide, et là, liquide. Le domaine liquide ainsi que le liquidus n'ont pas changé. Mais la courbe bleue, la ligne bleue, c'est-à-dire le solidus, il a été déformé, comme ça. Autrement dit, si je considère par exemple un point donné, par exemple ces conditions, la condition de 80 km, 1000 degrés et 2,5 GPa, gigapascal, c'est-à-dire pression. Donc si je considère ces conditions, si vous avez la péridotite, comment elle serait? Elle serait dans le domaine solide, donc elle est solide. Maintenant, si je considère le même point, 80, 1000 degrés et 2,5, je suis dans le domaine solide liquide. Alors, je n'ai pas changé les conditions. J'ai toujours 1000 degrés. J'ai toujours 80 degrés. Ici et ici. Et j'ai toujours 2,5. Donc ce point, ces conditions n'ont pas changé. Mais qu'est-ce qui a changé, justement? C'est le fait que la péridotite, est-ce qu'elle est hydratée ou est-ce qu'elle est anhydre? Donc si vous utilisez une péridotite anhydre et vous la soumettez à ces conditions, elle sera toujours solide. Mais si vous la soumettez à cette condition, à ces conditions, elle sera fondue. Elle commence à fondre. Donc, alors retenez cette phrase qui est très très importante. Alors, le rôle de l'eau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a facilité la fusion partielle de la péridotite. Pourquoi partielle? Parce qu'on est toujours dans le domaine solide-liquide. Ce n'est pas une fusion totale. Si on était dans le cas de la fusion totale, on serait situé à ce niveau. Donc, le rôle de l'eau, c'est de faciliter la fusion partielle de la péridotite continentale. Deuxième chose à remarquer, ce que vous avez ici, cette ligne, c'est la ligne qui représente les conditions de l'isotherme de la subduction. Remarquez alors ces conditions dans la zone de subduction. Ils sont toutes, les conditions, ils sont toutes
placée dans le domaine solide. Autrement dit, si vous avez une péridotite anhydre, dans ce cas, la péridotite ne sera jamais fondue. Il ne va fondre jamais. La courbe des isothermes dans la zone de la solution, maintenant, remarquez qu'est-ce qui va arriver ici. Cette courbe, elle coupe cette courbe de solidus. Et il y a une partie, la voilà, qui se trouve dans le domaine solide, mais remarquez cette courbe, cette partie, elle se trouve dans la zone solide liquide. Autrement dit, si vous prenez ce point par exemple, et vous le comparez à ce point, là, il est toujours solide, mais là, le même point, les mêmes conditions, vous êtes dans les cas de solide liquide. Et donc, c'est toujours la même phrase clé, l'eau facilite la fusion de la péridotite continentale. Donc, chaque diagramme présente 3 domaines, ce que j'ai dit tout à l'heure, solide, plus liquide. Ces 3 domaines sont séparés par 2 courbes qu'on appelle le liquidus et le solidus. Le solidus, il sépare les 2 domaines solide, liquide. Le liquidus sépare le domaine solide plus liquide et le domaine liquide. Comparer les conditions de fusion partielle de la péridotite dans le cas hydraté et dans le cas anhydre, c'est ce qu'on a fait, puis déduire le rôle de l'eau évaporée, c'est-à-dire que va perdre le rôle de l'eau évaporée par la lithosphère subduite ou la lithosphère océanique qui plonge. Donc le rôle de cette eau, c'est de faciliter la fusion partielle de la péridotite océanique. Alors, j'arrive maintenant à un résumé et en même temps, on va parler de certaines roches et certains phénomènes qu'on a déjà soulevés dans la première activité. Il s'agit de quoi? Alors, là, vous avez une dorsale, la zone de divergence, et là, ce que vous avez en bleu, c'est la lithosphère océanique qui plonge. Donc, elle plonge selon un plan incliné. Donc, tout ça, ce que vous avez au-dessous de la zone bleue, de la couche bleue, c'est une lithosphère océanique. Donc, elle plonge. Ce que vous avez au-dessus, ici, c'est une lithosphère continentale. Alors, les points que vous voyez ici, ce sont les foyers sismiques, c'est-à-dire ils sont répartis selon un plan incliné qui est le plan de Benioff. Et si vous remarquez là, cette ligne en pointillé, c'est là des isothermes. Et donc, ils sont également inclinés selon le plan de Benioff. Troisième chose, remarquez, les flèches que vous avez ici, c'est l'eau. Les flèches, ils partent de la zone bleue, c'est-à-dire la lithosphère océanique, vers cette partie. Cette partie, c'est quoi? C'est le manteau supérieur continental. Qu'est-ce qu'on a? On a la péridotite normalement. Cette péridotite, avant cette eau, elle était anhydre. Et une fois que la lithosphère océanique perd son eau, elle est hydratée. Quand elle est hydratée, elle provoque sa fusion partielle. Et qui dit fusion partielle de la péridotite, on aura donc un magma. Et quand, voilà, fusion partielle des péridotites du manteau. Donc vous avez ici formation d'un magma. Alors le magma, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va monter vers la surface. Et ça, ce qu'on avait vu dans le premier chapitre. Alors ce magma, quand il va remonter vers la surface, c'était, je pense, dans la
vidéo 2. Et donc, là, le magma, quand il va remonter, il va se refroidir. Et là, on peut imaginer deux cas. Est-ce que le magma va se solidifier en profondeur, c'est-à-dire ici, ou va pouvoir arriver en surface? S'il se solidifie en profondeur, on aura une roche plutonique. Voilà, le pluton. Sa structure, comme on l'a vu déjà, c'est une structure qui sera grenue. Et le nom de la roche, c'est la granodiorite. Par contre, si le magma parvient à arriver en surface, donc on aura une éruption volcanique. Cette éruption volcanique donc donnera un volcan, et la roche qui sera formée, ça sera une roche qui sera appelée bien sûr une roche volcanique, et le refroidissement il sera rapide, et donc la structure sera microlithique, et le nom de la roche andésitique. Alors vous remarquez que j'utilise maintenant des termes que je n'explique pas parce que normalement on l'a déjà expliqué, on les a déjà expliqués dans une vidéo précédente, donc je pense que c'est la deuxième vidéo. Alors vous n'avez qu'à revoir la vidéo pour recomprendre ces termes, donc c'est-à-dire le pluton et le volcan, ou une roche plutonique, une roche volcanique. On les a associés au refroidissement du magma. Est-ce qu'il est lent à ce niveau? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce que il est lent, donc la roche qui est formée, elle sera de structure grenue, ou le refroidissement est rapide et donc la structure de la roche sera donc microlithique. Alors maintenant, j'ajoute deux autres indices de la subduction. C'est ces deux roches, c'est-à-dire l'andésite et la granodiorite. Alors, à chaque fois que vous aurez une chaîne et qu'on vous parle de l'andésite, c'est un indice de la subduction. À chaque fois qu'on parle de granodiorite ou généralement les granitoïdes, c'est un indice de la subduction. Parfois, on vous pose la question suivante à l'examen. On vous dit comment expliquer comment se forme l'andésite. Faites marche arrière pour savoir à quel point vous devez faire marche arrière. Pour parler d'un volcan andésitique, donc il y a un magma. Alors l'origine de ce magma, voilà, c'est la fusion partielle de la péridotite. Pourquoi il y a fusion partielle? Parce que la lithosphère océanique a perdu son eau. Elle a hydraté la péridotite continentale. D'où vient cette eau? C'est la lithosphère océanique qui a plongé et qui s'est refroidie pour perdre son eau. Et donc, quand vous dites elle a plongé, donc vous avez parlé de subduction. Donc, vous devez faire départ de la subduction. Je répète maintenant, je dois parler de la subduction. Donc, il y a subduction du plongement de la lithosphère océanique, premier tiré. Deuxième, la lithosphère océanique va être réchauffée, elle va donc perdre son eau. Troisièmement, elle va hydrater la péridotite continentale et provoquer donc sa fusion partielle. Cinquièmement, il y aura formation d'un magma. Ce magma, soit qu'il est solidifié en profondeur pour donner des plutons granodioritiques, ou il va se solidifier en surface pour donner des volcans andésitiques. D'accord? Donc, tout ça, ce sont des indices de la subduction. Si je résume, vous devez parler des séismes. Deux, vous avez les isothermes. Troisièmement, vous avez les plutons granodioritiques. 4, vous avez
un volcanisme andésitique, vous avez une fosse. Dernier indice, c'est les prismes d'accrétion. C'est quoi ces prismes d'accrétion? Les voilà, ce que vous voyez ici en jaune. Comment est-ce qu'ils sont formés? Ce ne sont que les sédiments que l'on trouve normalement à la surface, ici, des sédiments marins. Et quand la lithosphère, remarquez la partie jaune, elle s'arrête à ce niveau. Elle ne plonge pas, elle ne continue pas avec la couche bleue, c'est-à-dire la croûte continentale, océanique, qui continue à plonger. Elle ne plonge pas. Donc, ils sont écaillés. Ils sont écaillés et ils sont bloqués à ce niveau et donc des prismes d'accrétion. Donc, si on réunissait maintenant tous les indices, donc vous avez les foyers sismiques qui plongent selon un plan incliné, qui est le plan de Benioff. 2, vous avez une anomalie thermique négative. 3, vous avez un magmatisme sous forme de Pluton ou un plutonisme sous forme de roche de granodiorite. 4, un volcanisme andésitique. 5, vous avez une fosse océanique. Et 6, vous avez des prismes d'accrétion. Et je termine ainsi la vidéo. Et dans la vidéo prochaine, on passera à la chaîne d'obduction.